Je m'appelle Emma, j'ai 32 ans. Le jour où j'ai trouvé le portefeuille de mon mari dans la chambre de ma sœur, je croyais savoir à quoi ressemblait la trahison. Mais en restant là, à fixer son alliance posée sur sa table de nuit, je n'avais aucune idée que cette liaison n'était que le début. Ce que j'allais découvrir était bien pire que l'infidélité. C'était un plan calculé pour détruire tout ce que je possédais. Si vous regardez ceci, laissez un commentaire pour dire d'où vous venez. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus d'histoires sur la trahison, la justice et la force de se reconstruire. Le matin où Daniel est parti au travail, quelque chose clochait. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus au début, juste cette sensation lancinante dans ma poitrine, comme quand on oublie quelque chose d'important mais qu'on ne se rappelle pas quoi. Il m'a embrassé sur le front comme d'habitude, a pris son café comme d'habitude, mais ses yeux n'ont pas croisé les miens. Pas une seule fois. Et quand il a pris son portefeuille sur le comptoir, il l'a tenu différemment, plus serré, comme s'il avait peur que je voie ce qu'il y avait à l'intérieur. « Ça va ?» ai-je demandé, essayant d'avoir l'air décontracté. « Ouais, je suis juste en retard, » a-t-il dit, déjà à moitié dehors. Mais il n'était pas en retard. Je l'avais regardé prendre son temps au petit déjeuner, faisant défiler son téléphone avec ce petit sourire secret que je ne reconnaissais pas. Quand la porte s'est refermée derrière lui, la maison m'a paru plus vide que d'habitude. Je suis restée là, dans la cuisine, ma tasse de café réchauffant mes mains, me demandant pourquoi mon propre mari me semblait être un étranger. Notre mariage allait bien. Pas parfait, mais bien. Nous avions eu nos passages à vide l'année dernière, des petites bonnes disputes pour rien, des nuits où nous allions au lit sans dire grand-chose. Je me disais que chaque couple passait par des phases. Mais dernièrement, Daniel était distant d'une manière qui semblait délibérée, comme s'il s'éloignait exprès, créant un espace entre nous que je ne pouvais pas franchir, peu importe mes efforts. J'ai essayé de chasser ce sentiment en me préparant pour la journée. Peut-être que je me faisais des idées, peut-être que j'étais juste stressée par le travail. Mais en me brossant les dents et en fixant mon reflet, je ne pouvais pas ignorer la boule dans ma gorge. Quelque chose bougeait sous la surface de ma vie, et j'étais terrifiée à l'idée de découvrir quoi. Vers midi, j'ai décidé de contacter ma sœur Chloé. Nous avions l'habitude de déjeuner ensemble tout le temps, juste nous deux, riant autour d'une salade et échangeant des histoires sur nos vies. Elle était ma plus proche amie, la personne qui me connaissait mieux que quiconque. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Je lui ai envoyé un texto. « Déjeuner aujourd'hui, j'aurais besoin d'un moment entre sœurs. » La réponse est arrivée vite. Pas possible aujourd'hui, débordé c'est de travail. Une prochaine fois. C'était la 3e fois ce mois-ci qu'elle annulait. Chloé travaillait dans le marketing et bien sûr, elle était occupée. Mais elle n'avait jamais été trop occupée pour moi auparavant. Nous avions toujours trouvé du temps l'une pour l'autre, même pendant ces échéances les plus folles. La distance entre nous semblait nouvelle, inconfortable, comme une porte se refermant lentement que je n'avais pas remarquée jusqu'à maintenant. J'ai fixé son message, ressentant une piqûre que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Étais-je paranoïaque? Probablement. Mais je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi tout le monde dans ma vie semblait soudainement hors de portée. En milieu d'après-midi, Daniel m'a envoyé un texto. « Je travaille tard ce soir. Ne m'attends pas. » Je l'ai lu 3 fois. Il avait beaucoup travaillé tard récemment. Trop, vraiment, mais c'était la façon dont il l'avait écrit qui me dérangeait. Froid, formel. Il avait même mis un point à la fin, quelque chose qu'il ne faisait jamais. Daniel était le genre de gars qui écrivait tout en minuscules avec beaucoup trop de points d'exclamation. Ce message semblait venir de quelqu'un d'autre entièrement. J'ai essayé de l'appeler. Pas de réponse. J'ai envoyé un autre texto. « Tout va bien? » Rien, juste le silence. J'ai essayé de me concentrer sur le travail, mais mon esprit continuait de vagabonder. J'ai ouvert mon ordinateur portable, sorti des feuilles de calcul, répondu à des emails, mais rien ne restait. Mes pensées revenaient sans cesse au comportement étrange de Daniel, à l'indisponibilité soudaine de Chloé et à ce sentiment rongeur que quelque chose clochait profondément, fondamentalement. Vers 15 heures, j'ai retrouvé ma meilleure amie Léa pour un café. Elle m'a jeté un coup d'œil et a froncé les sourcils. « Tu as l'air épuisée ?» a-t-elle dit en glissant sur la banquette en face de moi. J'ai menti. Juste une journée bizarre. Léa m'a étudié un moment, puis a hésité. « Emma, je peux te demander quelque chose? » « Bien sûr. »
As-tu remarqué quelque chose d'étrange avec Daniel ces derniers temps? Mon estomac s'est noué. Pourquoi tu demandes? Elle s'est mordu la lèvre, visiblement mal à l'aise. J'ai vu sa voiture l'autre jour, mardi. Je crois qu'elle était garée rue des Érables, juste là, immobile. J'ai failli faire signe, mais j'ai réalisé qu'il n'était pas dedans. Rue des Érables, ai-je répété lentement. Ouais, tu sais, vers l'appartement de Chloé. J'ai fini sa phrase. Le visage de Léa a confirmé ce que je savais déjà. La rue des Érables était à 2 rues de chez ma sœur. La voiture de mon mari garée près de l'appartement de ma sœur un mardi après-midi alors qu'il était censé être au travail. « Je suis sûre que ce n'est rien, » a dit Léa rapidement. Peut-être qu'il visitait un client dans le coin ou quelque chose comme ça. Mais sa voix ne semblait pas sûre. Et moi non plus. J'ai quitté le café dans un état second. Les mots de Léa résonnaient dans ma tête. J'ai essayé de trouver des explications innocentes. Peut-être que Daniel était passé déposer quelque chose pour Chloé. Peut-être qu'il faisait des courses à proximité. Mais plus j'essayais de rationaliser, plus les pièces commençaient à s'assembler d'une manière que je ne voulais pas admettre. La nouvelle eau de Cologne de Daniel, celle qu'il avait commencé à porter il y a 1 mois, qui sentait cher et m'était inconnue. La façon dont il supprimait ses SMS en prétendant qu'il devait libérer de l'espace de stockage sur son téléphone. Les nuits tardives, la distance, les secrets, et Chloé, ma sœur, qui avait l'habitude de tout me dire, qui soudainement n'avait plus de temps pour moi. Je suis rentrée chez moi, les mains tremblantes sur le volant. Quand je me suis garée dans notre allée, la maison semblait la même que d'habitude. Pelouse soignée, volets blancs, la maison que nous avions achetée ensemble il y a 3 ans. Mais elle semblait différente maintenant, comme si je la voyais avec de nouveaux yeux. À l'intérieur, j'ai essayé de me distraire. J'ai nettoyé la cuisine, plié le linge, organisé la bibliothèque, mais rien n'y faisait. Mon esprit continuait de tourner, reliant des points que je voulais désespérément croire inexistants. À 18 heures, j'ai rappelé Daniel. Cette fois, il n'a pas décroché, mais j'ai regardé les accusés de lecture de mes messages. Il les lisait. Il ne répondait juste pas. C'est là que j'ai remarqué quelque chose. Mon téléphone n'avait presque plus de batterie et mon chargeur n'était pas à sa place habituelle près du lit. J'ai fouillé la maison, de plus en plus frustrée, jusqu'à ce que je me souvienne que Chloé avait emprunté mon chargeur de secours il y a quelques semaines. Elle en avait besoin pour un voyage professionnel et avait promis de le rendre. La pensée de ce chargeur a déclenché quelque chose en moi. Une raison, une excuse pour aller la voir. J'ai attrapé mes clés sans réfléchir et j'ai conduit jusqu'à l'appartement de Chloé. Les rues défilaient floues, alors que j'essayais de calmer mon cœur qui battait la chamade. C'était ridicule. J'étais paranoïaque. J'allais arriver, récupérer mon chargeur, peut-être discuter un peu, et réaliser que je m'étais inquiétée pour rien. Mais quand je me suis garée devant son immeuble, mes mains ne s'arrêtaient pas de trembler. Les lumières cendres de son appartement étaient tamisées. Je pouvais les voir à travers la fenêtre, douces et basses, comme si elle essayait de créer une ambiance. Le salon avait l'air impeccable à travers la vitre, presque mise en scène. Trop parfait, trop calme. J'ai monté les escaliers lentement, chaque pas plus lourd que le précédent. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Quand j'ai atteint sa porte, j'ai hésité, ma main planant au-dessus de la poignée. Une partie de moi voulait faire demi-tour et partir. Une partie de moi savait qu'une fois que j'aurais ouvert cette porte, tout changerait. J'ai frappé doucement. « Chloé ?» Pas de réponse. J'ai essayé la poignée. Ouverte, j'ai poussé la porte et suis entrée. « Chloé, c'est moi. » Toujours rien. L'appartement semblait étrangement immobile, comme s'il retenait son souffle. J'ai traversé le salon, passé le canapé immaculé et la table basse avec sa bougie décorative unique. Tout semblait normal. Trop normal. Je me suis dit de partir, d'envoyer un texto à Chloé pour le chargeur plus tard, mais mes pieds ont continué à avancer, me portant dans le couloir vers sa chambre. Un instinct que je ne pouvais nommer me poussait en avant, même si mon esprit me criait d'arrêter. J'ai atteint la porte de sa chambre et me suis arrêtée. De l'intérieur, j'ai entendu quelque chose, un faible bruit, à peine audible. Des voix calmes et étouffées comme des gens essayant de ne pas être entendus. Ma main tremblait en attrapant la poignée. Chaque pensée rationnelle me disait de partir, de laisser tomber, de me protéger de ce que j'étais sur le point de trouver. Mais je ne pouvais pas. Je devais savoir. J'ai ouvert la porte.
Et là, sur la table de nuit de Chloé, juste à côté de sa lampe et d'un verre de vin à moitié vide, trônait le portefeuille de Daniel. Et à côté, brillant, dans la faible lumière, il y avait son alliance. Le monde s'est arrêté. Je suis restée figée dans l'encadrement de la porte, fixant ce portefeuille et cette bague comme s'ils étaient des objets d'une autre dimension. Mon cerveau essayait désespérément de donner un sens à ce que je voyais, de trouver une explication innocente qui rendrait ça acceptable. Peut-être que Daniel était passé plus tôt et les avait oubliés. Peut-être que Chloé les gardait en sécurité. Peut-être que tout cela était un malentendu bizarre qui prendrait sens une fois que quelqu'un me l'expliquerait. Mais la bague détruisait chaque excuse que mon esprit essayait de créer. Daniel n'enlevait jamais son alliance. Jamais. Il m'avait dit une fois qu'il se sentait nu sans elle, qu'il aimait son poids, qu'il lui rappelait qu'il était marié avec moi, et maintenant, elle trônait sur la table de nuit de ma sœur comme si elle ne signifiait rien du tout. De quelque part derrière la porte de la salle de bain, j'ai entendu des voix, calmes, intimes. L'une était incontestablement celle de Chloé. Ce rire qu'elle faisait quand elle flirtait, haletant et théâtral. L'autre voix était plus basse, masculine, disant quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait distinguer. « S'il te plaît, sois quelqu'un d'autre », ai-je pensé désespérément. « S'il te plaît » ? Sois Adam, son fiancé. « S'il te plaît » ? Soit n'importe qui sauf. Mais je le savais au plus profond de moi, je le savais déjà. Ma main s'est dirigée vers mon téléphone dans ma poche. Au lieu de faire irruption, au lieu de crier et de les confronter, quelque chose en moi a changé. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin d'une preuve. J'avais besoin d'être absolument certaine avant de faire exploser ma vie entière. J'ai reculé silencieusement de la chambre, mon cœur martelant si violemment que je pensais qu'il l'entendrait à travers les murs. J'ai sorti mon téléphone avec des mains tremblantes et appuyé sur « Enregistrer », le tenant vers la porte de la salle de bain. La voix de Chloé est passée clairement. « On doit faire vite, elle pourrait venir d'une minute à l'autre. » Mon estomac s'est glacé. Une voix d'homme a répondu, étouffée mais audible. « Elle ne viendra pas. » Je lui ai dit que je travaillais tard. Daniel. C'était la voix de Daniel. J'ai pressé ma main contre ma bouche pour m'empêcher de faire un bruit. Le téléphone tremblait dans ma prise alors que je continuais d'enregistrer, capturant chaque mot, chaque terrible seconde de confirmation. J'ai reculé de la chambre avec précaution, doucement, comme si je désamorçais une bombe. Mon esprit hurlait, ma vision se brouillait de larmes. J'ai refusé de les laisser couler, mais je me suis forcée à bouger lentement, délibérément. Je devais sortir avant qu'il ne me voie, avant qu'il ne sache que je savais. Dans la cuisine, j'ai remarqué des détails que j'avais manqués en entrant. 2 verres de vin près de l'évier, tous deux à moitié vides, tachés de rouge à lèvres sur l'un et rien sur l'autre. Une chemise d'homme drapée sur le dossier d'une chaise, gris foncé, d'apparence coûteuse, exactement le genre que Daniel avait commencé à acheter récemment. Et cette eau de Cologne, son eau de Cologne, flottant dans l'air comme une preuve que je pouvais respirer. Tout s'est mis en place avec une clarté écœurante. Ce n'était pas nouveau. Ce n'était pas une erreur d'une fois. Cela durait depuis un moment, assez longtemps pour qu'ils prennent leurs aises, deviennent imprudents, laissent des morceaux de leur trahison éparpillés comme s'ils possédaient l'espace ensemble. Ma sœur et mon mari. Ma sœur et mon mari. La pensée se répétait dans mon esprit comme un disque rayé, chaque répétition enfonçant le couteau plus profondément dans ma poitrine. J'ai ressorti mon téléphone, mes mains plus stables maintenant, alimentées par quelque chose de plus froid que le choc. J'ai fait défiler jusqu'au numéro d'Adam. Le fiancé de Chloé, l'homme qui l'aimait, qui prévoyait de l'épouser dans 6 mois, qui n'avait aucune idée que sa future femme était dans cette salle de bain avec mon mari. J'ai tapé rapidement. « Tu dois venir ici maintenant. Appartement de Chloé. » J'ai appuyé sur « Envoyer » avant de pouvoir me raviser. Sa réponse est arrivée en quelques secondes. « Qu'est-ce qu'il y a? Elle va bien? » J'ai fixé le message, la gorge serrée. Comment pouvais-je expliquer ça? Comment pouvais-je lui dire que non, elle n'allait pas bien, qu'aucun de nous n'allait bien, que tout ce que nous pensions savoir était un mensonge? J'ai tapé. « Viens juste. S'il te plaît, ne lui dis pas que j'ai envoyé un SMS. » Une autre pause, plus longue cette fois, puis « Je suis à 10 minutes. Emma, tu me fais peur. »
J'ai peur aussi, ai-je répondu, puis j'ai ajouté. N'entre pas seul. Attends-moi dehors. Je ne pouvais pas le laisser entrer non préparé. Je ne pouvais pas le laisser vivre ce même coup de poignard de la découverte sans quelqu'un qui comprenait à ses côtés. Nous étions tous les deux victimes de la même trahison et d'une certaine manière, cela faisait de nous des alliés. Je me suis glissée hors de l'appartement, aussi silencieusement que j'étais entrée, fermant la porte avec à peine un déclic. Dans le couloir, j'ai pressé mon dos contre le mur et je me suis enfin laissée aller à ressentir. Le choc, l'incrédulité, le poids écrasant de ce que je venais de découvrir. Mais je ne pouvais pas m'effondrer. Pas encore. Pas ici. J'ai descendu les escaliers et me suis tenue devant l'immeuble, l'air frais du soir me frappant le visage comme une gifle. Mon téléphone a vibré. Adam appelait. J'ai répondu. « Je suis presque là ?» a-t-il dit, la voix tendue par l'inquiétude. « Emma, qu'est-ce que c'est qui se passe ?»« Quand tu arriveras, je te montrerai, » ai-je dit doucement. « Mais, Adam, je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée. »« Désolée pourquoi ?» Sa voix s'est légèrement brisée. « Emma, tu me fais flipper. »« Je sais. Viens, juste ici. » J'ai raccroché et attendu, regardant les fenêtres de l'appartement de Chloé, comme si elles pouvaient exploser à tout moment. Je pouvais voir du mouvement à travers le verre dépoli, deux ombres, trop proches, bougeant d'une manière qui me donnait la nausée. Les minutes semblaient des heures. Je restais là, froide et engourdie, rejouant tout dans ma tête. Chaque moment étrange des derniers mois prenait soudain un sens horrible. La distance de Daniel, les excuses de Chloé, la façon dont ils agissaient tous les deux comme si j'étais le problème, comme si j'étais exigeante ou paranoïaque de vouloir leur temps et leur attention. Ils m'avaient fait sentir folle, ils m'avaient fait douter de moi, et tout ce temps, ils faisaient ça. La voiture d'Adam s'est arrêtée rapidement, les pneus crissant légèrement alors qu'il se garait. Il a sauté dehors, l'air frénétique et pâle. « Emma ?» J'ai brandi le portefeuille et l'alliance de Daniel. Je les avais attrapés en sortant, incapable de les laisser là comme des preuves de ma propre stupidité. Adam les a fixés, son visage devenant blanc. « Non, ce n'est pas. » C'était sur sa table de nuit, j'ai dit doucement. Et ils sont ensemble en ce moment même. Sa bouche s'est ouverte et fermée, aucun son ne sortant. Je l'ai regardé assimiler l'information. J'ai vu la même séquence de déni et de réalisation que je venais de traverser s'écraser sur ses traits. Je les ai entendus. J'ai continué, ma voix stable malgré tout. J'ai enregistré, ils sont dans la salle de bain, ils pensent qu'on ne sait pas. Les mains d'Adam se sont serrées en poing, sa mâchoire serrée si fort que je pouvais voir les muscles sauter. Je vais le tuer. Non, ai-je dit fermement, tu vas frapper à cette porte et on va les mettre face à ce qu'ils ont fait. Il m'a regardé, les yeux flamboyants de douleur et de fureur. Puis il a hoché la tête une fois, sec et décisif. Nous avons monté les escaliers ensemble, deux personnes unies par la trahison. La respiration d'Adam était saccadée à côté de moi, tout son corps vibrant d'une rage à peine contenue. Quand nous avons atteint la porte, il n'a pas hésité. Il a martelé dessus avec son poing assez fort pour faire trembler le cadre. « Chloé !» a-t-il crié. « Ouvre la porte !» De l'intérieur, nous avons entendu des bousculades, des voix paniquées, des choses renversées, les bruits de gens essayant désespérément de se rendre présentables pour cacher ce qui ne pouvait plus être caché. Adam a frappé à nouveau. « Je sais que vous êtes là-dedans. Ouvre cette porte tout de suite. » Je me tenais légèrement derrière lui, mon cœur battant la chamade, chaque muscle de mon corps tendu. Une partie de moi voulait courir. Une partie de moi voulait prétendre que je n'avais jamais vu ce portefeuille, jamais entendu ces voix, jamais ouvert cette porte qui ne pourrait plus être refermée. Mais je suis restée parce que j'avais besoin de voir leur visage. J'avais besoin qu'ils sachent que je savais. La porte s'est ouverte. Chloé se tenait là, les cheveux en désordre, la chemise mal boutonnée, le visage vidé de toutes couleurs. Ses yeux se sont écarquillés quand elle a vu Adam, puis encore plus quand elle m'a vu derrière lui. « Adam », a-t-elle soufflé. « Emma, ce n'est pas. »« Où est-il » La voix d'Adam était mortellement calme. La bouche de Chloé s'ouvrait et se fermait comme un poisson. Derrière elle,
Je pouvais voir dans l'appartement. Et là, émergeant de la chambre, se trouvait Daniel, chemise à moitié boutonnée, cheveux ébouriffés, le visage un masque de pure horreur quand il nous a vus sur le pas de la porte. Nos yeux se sont croisés à travers l'espace. À ce moment-là, j'ai tout vu. Sa culpabilité, sa peur, sa recherche désespérée d'une explication qui ne viendrait jamais. « Emma », a-t-il chuchoté, faisant un pas en avant. « Emma, je peux expliquer. » « Ne fais pas ça, ai-je dit, ma voix étonnamment calme. « N'ose même pas. » L'appartement est devenu une cocotte minute. Adam a bousculé Chloé, ses mains tremblantes, son visage rouge de rage et de larmes qu'il luttait pour retenir. Chloé a trébuché en arrière, sa bouche s'ouvrant et se fermant alors qu'elle essayait de former des mots qui ne venaient pas. Daniel était resté figé près de la porte de la chambre, une main encore sur les boutons de sa chemise, comme s'il avait été pris en flagrant délit sur une photo. Il me fixait avec ses yeux que j'avais aimés pendant 5 ans, et j'ai vu un étranger me regarder en retour. « Depuis combien de temps ?» La voix d'Adam a coupé le silence comme une lame. Il s'est tourné vers Chloé, tout son corps vibrant. « Depuis combien de temps ça dure ?»« Adam, s'il te plaît. » Chloé a tendu la main vers lui, mais il s'est écarté de son toucher comme si elle l'avait brûlé. « Ne me touche pas !» a-t-il crié. « N'ose pas me toucher. » Daniel a finalement bougé, faisant un pas prudent vers moi. « Emma, si tu me laissais juste expliquer. »« Expliquer quoi ?» ai-je demandé, et ma voix est sortie froide. Plus froide que je ne l'avais jamais entendue. « Expliquer pourquoi ton alliance était sur la table de nuit de ma sœur. Expliquer pourquoi tu me mens depuis des mois. Expliquer quelle partie, Daniel. » Il a tressailli au son de son nom. « Ce n'est pas ce que tu penses. » J'ai ri. J'ai vraiment ri. Ça sonnait creux et brisé. « Ce n'est pas ce que je pense. J'ai trouvé ton portefeuille. Je t'ai entendu. Je t'ai enregistré disant que je ne viendrais pas parce que tu m'avais dit que tu travaillais tard. Alors, s'il te plaît, dis-moi ce que je suis censée penser. » Chloé a commencé à pleurer bruyamment. Des sanglots dramatiques qui, autrefois, m'auraient fait courir pour la consoler. Maintenant, il me donnait juste la nausée. « Je n'ai jamais voulu que ça arrive, » a-t-elle gémi. « C'est juste arrivé. » « Tais-toi. » Adam s'est retourné vers elle, son visage tordu par la douleur. « Tais-toi juste avec tes excuses. Tu portes ma bague de fiançailles pendant que tu couches avec son mari. » Chloé a regardé sa main comme si elle avait oublié que la bague était là. Elle a essayé de l'enlever, la manipulant désespérément, mais Adam a attrapé son poignet. « Ne fais pas ça, » a-t-il dit doucement. « Je la prendrai quand je serai prêt. Là, tout de suite, je ne peux même pas supporter de te regarder. » Il l'a lâché et s'est tourné vers Daniel, qui a fait un pas en arrière instinctif. Pendant 1 seconde, j'ai cru qu'Adam allait vraiment le frapper. Une partie de moi le voulait aussi. « Tu as 5 secondes pour sortir de cet appartement avant que je fasse quelque chose que je vais regretter, » a dit Adam, sa voix stable mais mortelle. Daniel m'a regardé à la place, ses yeux suppliants. « Emma, s'il te plaît. On peut juste parler seul? »« Non. » ai-je dit simplement. « Emma ?» J'ai dit non. Quelque chose dans mon ton a dû finir par l'atteindre parce qu'il a arrêté d'essayer de m'atteindre. Ses mains sont tombées le long de son corps, impuissantes et vides. « Ça ne voulait rien dire. » a-t-il réessayé, sa voix désespérée. « C'était une erreur. Une stupide erreur. » « Des mois ?» ai-je coupé, ma voix s'élevant malgré mes efforts pour rester calme. « Des mois d'erreur. » Parce que c'est ce que c'était, n'est-ce pas? Pas une erreur, pas une nuit. Des mois où tu l'as choisie, elle plutôt que moi. Des mois où tu m'as menti en face. Des mois où vous avez planifié ça pendant que j'étais à la maison à penser que tout allait bien. Ma voix s'est brisée sur le dernier mot et je me suis détestée pour ça. Je ne voulais pas pleurer devant eux. Je ne voulais pas qu'ils voient à quel point ils m'avaient détruite. Chloé s'est effondrée sur son canapé, sanglotant toujours. « Emma, tu es ma sœur. S'il te plaît, tu dois comprendre. » Comprendre quoi? J'ai marché vers elle, lentement, délibérément. Comprendre comment tu as pu me faire ça? Comment tu as pu me regarder dans les yeux tous les jours et mentir? Comment tu as pu annuler nos déjeuners parce que tu étais trop occupée à coucher avec mon mari? Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. Ce n'était pas comme ça. Alors c'était comment, Chloé?
Dis-moi. Fais-moi comprendre comment ma propre sœur a pu me trahir comme ça. Elle a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Il n'y avait rien qu'elle puisse dire. Aucun mot n'existait pour rendre ça acceptable. Daniel a essayé une fois de plus. « Emma, je t'aime. » « Ne fais pas ça. » J'ai levé la main, l'arrêtant. « Ne me dis pas ce mot. Tu n'as plus le droit d'utiliser ce mot. »« Mais je. » « Non. » Ma voix a résonné sur les murs. « Mais tu ne m'aimes pas. » On ne ment pas aux gens qu'on aime. On ne trahit pas les gens qu'on aime. On ne vole pas l'argent des comptes joints pour payer des chambres d'hôtel avec quelqu'un d'autre quand on les aime. Son visage était devenu encore plus pâle. « Tu sais pour. » « Je sais tout, Daniel. J'ai vérifié nos relevés bancaires. J'ai vu les virements sur le compte de Chloé. J'ai trouvé les reçus. Tu pensais vraiment que je ne remarquerais pas des milliers d'euros disparaître? » La tête d'Adam a claqué vers Chloé. « Il t'a donné de l'argent? » Elle ne voulait pas le regarder. De nouvelles larmes ont roulé sur ses joues, mais elle est restée silencieuse. « Réponds-moi, » a exigé Adam. « Il t'a donné notre argent? Pendant que je faisais des heures supplémentaires pour payer notre mariage, tu prenais de l'argent de lui. »« Ce n'était pas comme ça, » a-t-elle chuchoté. « Alors c'était comment ?» il a crié. « Parce que d'où je suis, on dirait que vous deux planifiez ça depuis un moment. On dirait que je n'ai été qu'un idiot payant pour un mariage avec une femme qui n'a jamais été vraiment à moi. » L'appartement semblait trop petit, trop chaud, trop étouffant. Je pouvais entendre les voisins bouger dans le couloir, écoutant probablement chaque mot. Une partie de moi était mortifiée. Une partie de moi était contente. Qu'ils entendent. Que tout le monde sache ce que ces deux-là ont fait. « Je pars », ai-je dit brusquement. Je ne pouvais plus être dans cette pièce, respirant le même air qu'eux. Daniel a bougé pour bloquer la porte. « Emma, attends. »« Bouge », ai-je dit doucement. « Laisse-moi juste expliquer. »« Bouge, Daniel. » Ou, je jure devant Dieu, j'appelle la police et je leur dis que tu me retiens ici contre ma volonté. Il a scruté mon visage, cherchant quelque chose. Le pardon peut-être. Ou un signe que cela pouvait être arrangé. Quoi qu'il cherchait, il ne l'a pas trouvé. Il s'est écarté. Je suis passée devant lui, devant Chloé, pleurant toujours sur le canapé, devant les preuves de leur trahison éparpillées dans l'appartement. Adam m'a suivi, mais Daniel m'a attrapé le bras dans le couloir, sa prise désespérée. « S'il te plaît, Emma, s'il te plaît, ça ne voulait rien dire. » C'est juste arrivé. J'ai regardé sa main sur mon bras, puis son visage. « Tu as choisi ça ?» ai-je dit doucement. « Chaque fois que tu es venu ici, au lieu de rentrer à la maison avec moi, tu as choisi ça. Chaque fois que tu as menti en disant travailler tard, tu as choisi ça. Chaque fois que tu m'as regardé dans les yeux et m'as fait sentir folle de poser des questions, tu as choisi ça. Alors ne me dis pas que c'est juste arrivé. Tu as fait en sorte que ça arrive. » J'ai libéré mon bras et continué à marcher. Derrière moi, je l'ai entendu commencer à suivre, mais Adam s'est interposé entre nous. « Non », a averti Adam. « Ne fais pas ça. » J'ai descendu les escaliers et je suis sortie sur le parking avant que mes jambes ne commencent à trembler. Je me suis appuyée contre ma voiture, avalant de l'air, essayant de me ressaisir. Des portes s'ouvraient dans l'immeuble. Des visages apparaissaient aux fenêtres. Des voisins que j'avais rencontrés aux fêtes de Chloé, des gens qui nous connaissaient toutes les deux, regardant le drame se dérouler avec une curiosité morbide. Adam a émergé un instant plus tard, le visage dévasté. Il est passé devant Daniel, qui nous avait suivis, et est allé droit à sa voiture. Puis il s'est arrêté et s'est retourné. « La bague » a-t-il dit à Chloé, qui était apparue dans l'embrasure de la porte. « Je la veux maintenant. » Elle l'a retirée avec des mains tremblantes et l'a tendue. Adam s'est approché, l'a prise sans la toucher et l'a fourrée dans sa poche. « C'est fini » a-t-il dit simplement. Puis à moi, « Emma, as-tu besoin que quelqu'un te suive jusqu'à chez toi pour s'assurer que tu rentres bien ?» J'ai secoué la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. « Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit » a-t-il dit. « De n'importe quoi. » On est dans le même bateau maintenant. J'ai hoché la tête. Il est parti, nous laissant Daniel et moi seuls sur le parking. « Emma » a commencé Daniel. « Retourne à l'intérieur, Daniel » ai-je dit avec lassitude. « Retourne vers elle, c'est ce que tu voulais, non? »« Non, je te veux, toi. Je veux rentrer à la maison. »« Nous n'avons plus de maison, » ai-je dit. « Tu as détruit ça. » Je suis montée dans ma voiture et j'ai verrouillé les portes.
Daniel se tenait dehors à parler, à implorer, sa voix étouffée par la vitre. Je n'ai rien entendu. J'ai juste démarré le moteur et je suis partie, le regardant rétrécir dans mon rétroviseur jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Le trajet du retour était flou. Je ne me souviens pas de la majeure partie. Je me souviens juste d'être entrée dans notre allée, mon allée maintenant, me suis-je corrigée, et d'être restée assise dans la voiture pendant ce qui a semblé être des heures. Quand je suis enfin entrée, le silence était insupportable. Chaque pièce contenait des souvenirs d'une vie que je pensais construire. Un mariage que je croyais réel. La cuisine où nous avions pris le café ce matin. Le canapé où nous avions regardé des films. Le lit où il m'avait tenue et m'avait dit qu'il m'aimait. Tout semblait contaminé maintenant, ruiné. J'ai marché dans la maison dans un état second, ne touchant à rien, regardant juste les vestiges de ma vie comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Dans la salle de bain, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir. Pâle, les yeux cernés, une étrangère portant mon visage. C'est là que j'ai finalement craqué. J'ai glissé le long du mur de la salle de bain et j'ai sangloté. D'énormes pleurs haletants qui déchiraient ma poitrine. J'ai pleuré pour mon mariage, j'ai pleuré pour ma sœur, j'ai pleuré pour la vie que je pensais avoir et l'avenir que je pensais m'attendre. Mais surtout, j'ai pleuré parce que j'ai réalisé que j'étais seule depuis des mois. Je ne le savais juste pas encore. Je me suis réveillée sur le sol de la salle de bain. Mon téléphone indiquait qu'il était 3 heures du matin. Mon visage était enflé, ma gorge à vif d'avoir pleuré. Pendant un instant béni, je ne me souvenais pas. Puis tout était revenu s'écraser. Je me suis relevée et j'ai trébuché jusqu'à la chambre. Le lit semblait trop grand, trop vide. Je ne pouvais pas me résoudre à dormir dedans. À la place, je suis allée dans la chambre d'amis et je me suis effondrée sur les couvertures, encore tout habillée. Le sommeil n'est pas venu. Je suis restée là à fixer le plafond, regardant les ombres bouger sur les murs alors que les voitures passaient dehors. Mon esprit passait tout en revue, rejoint des moments que j'avais écartés ou ignorés, les voyant maintenant à travers cette nouvelle horrible lentille de clarté. Vers 5 heures, j'ai complètement renoncé à dormir. Je suis descendue et j'ai fait du café avec des mains tremblantes. La maison semblait différente dans l'obscurité d'avant l'aube. Plus comme une maison, mais comme une scène de crime. Des preuves partout. J'ai regardé une vie qui avait été un mensonge. L'ordinateur portable de Daniel était toujours sur le comptoir de la cuisine où il l'avait laissé hier matin. Il ne le verrouillait jamais, le laissait toujours ouvert sur ses emails ou sur ce sur quoi il travaillait. Je l'ai fixé pendant un long moment avant de l'ouvrir finalement. Je me suis dit que je ne fouinais pas. Je cherchais la vérité et mon Dieu, je l'ai trouvée. Sa boîte mail était une mine d'or de trahison. J'ai commencé par l'évidence. Chercher le nom de Chloé. Ce que j'ai trouvé m'a donné la nausée. Des reçus, des dizaines, des hôtels dont je n'avais jamais entendu parler, des restaurants où je n'étais jamais allée, des cadeaux que je n'avais jamais reçus, tous débités sur notre carte de crédit commune. Celle que nous utilisions pour les dépenses du ménage et les virements. Dieu! Les virements, des centaines d'euros, parfois des milliers, envoyés directement sur le compte de Chloé avec des libellés comme prête et dépannage. Mais ce n'était pas juste l'argent, c'était la chronologie. Le premier reçu d'hôtel datait d'il y a 6 mois. 6 mois, ce n'était pas une erreur récente ou un moment de faiblesse. Cela durait depuis 6 mois, peut-être plus. 6 mois qu'il planifiait ça, coordonnait les emplois du temps, construisait une vie secrète ensemble, pendant que je vaquais à mes occupations en pensant que tout allait bien. J'ai fait défiler ses SMS ou ce qu'il en restait. Il supprimait les conversations, mais il en avait manqué assez pour peindre un tableau que j'aurais souhaité ne jamais voir. Daniel à Chloé. Elle ne se doute de rien, on est tranquille. Chloé à Daniel. Je me sens mal parfois, c'est ma sœur. Daniel à Chloé. Alors on sera plus prudent, je ne peux pas renoncer à ça, je ne peux pas renoncer à toi. J'ai lu ces mots encore et encore. Mon café refroidissait dans ma main. Je ne peux pas renoncer à toi. Comme si j'étais l'obstacle. Comme si j'étais le problème qui devait être géré. Mon téléphone a sonné, me faisant sursauter, c'était Léa. Je n'arrivais pas à dormir, a-t-elle dit quand j'ai répondu. Comment tu tiens le coup? Je ne tiens pas, ai-je admis. Ma voix sonnait creux. Léa, c'est bien pire que ce que je pensais. Ils font ça depuis des mois. Il lui a donné de l'argent. Notre argent? Oh, Emma! Sa voix s'est brisée de compassion. J'arrive. Non, c'est trop tôt. Je suis déjà dans ma voiture. Elle a raccroché avant que je puisse discuter.
20 minutes plus tard, elle était à ma porte avec du café et des croissants, jetant un coup d'œil à mon visage et me tirant dans une étreinte qui m'a fait recommencer à pleurer. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine pendant que je lui montrais tout, les reçus, les virements, les SMS. Son visage s'assombrissait à chaque nouvelle preuve. « C'est au-delà d'une liaison », a-t-elle dit finalement. « Emma, il te vole. Ce n'est pas de l'amour ou de la passion ou quoi que ce soit qu'il va essayer de prétendre. C'est calculé, c'est criminel. » Je n'y avais pas pensé de cette façon, mais elle avait raison. Il avait utilisé notre compte jointe. L'argent que j'avais gagné, l'argent que je lui avais confié pour financer sa trahison, les chambres d'hôtel où il dormait avec ma sœur, les cadeaux qu'il lui achetait, les prêts qu'il lui avait faits sans me le demander. « Tu as besoin d'un avocat », a dit Léa. « Hier déjà. Tu dois te protéger financièrement avant qu'il ne fasse plus de dégâts. » Mon téléphone a vibré. Un texto de Daniel. « S'il te plaît, appelle-moi. On doit parler. Je t'aime. » Je l'ai montré à Léa. Elle a attrapé mon téléphone et bloqué son numéro avant que je puisse l'arrêter. « Tu n'as pas besoin d'entendre ces excuses maintenant, » a-t-elle dit fermement. « Tu dois décider de ton prochain mouvement. » Pendant que Léa préparait le petit déjeuner, j'ai continué à fouiller dans l'ordinateur de Daniel. J'ai trouvé un dossier intitulé « Projet de boulot » que je n'avais jamais remarqué avant. À l'intérieur se trouvaient des documents qui n'avaient rien à voir avec le travail. Relevés financiers, informations de compte épargne et quelque chose qui m'a glacé le sang. Un comparatif des prix des appartements en ville, tous enregistrés il y a 3 mois. Il prévoyait de partir, de déménager, de planifier toute une vie sans moi avant même que je sache que quelque chose n'allait pas. La porte d'entrée s'est ouverte. J'ai entendu la clé de Daniel dans la serrure. C'est pas dans le couloir. « Emma » a-t-il appelé. « Je sais que tu es là. Ta voiture reste dans l'allée. S'il te plaît, on doit parler. » Léa s'est levée, se positionnant entre moi et l'embrasure de la cuisine. « Elle ne veut pas te parler. » Daniel est apparu, l'air pire que je ne l'avais jamais vu. Ses yeux étaient rouges et bouffis, ses vêtements les mêmes qu'il portait hier, ses cheveux en bataille. Il m'a regardé avec un espoir désespéré qui est mort quand il a vu mon visage. « Emma, s'il te plaît, sors. » Et je dis doucement, « C'est ma maison aussi. » « Sors, Daniel, ou j'appelle la police. Je veux juste expliquer. » Il n'y a rien à expliquer. Ma voix s'est élevée malgré mes efforts pour rester calme. J'ai tout trouvé. Les hôtels, l'argent, les plans pour déménager. Je sais, Daniel, je sais tout. Son visage s'est effondré. Je peux arranger ça. Je vais rompre avec Chloé. Je ferai tout ce que tu veux. J'irai en thérapie. Tu vas partir. J'ai dit. Maintenant, je veux que tu sortes de cette maison. Il a reculé, les mains levées. D'accord, mais ce n'est pas fini. Nous, ce n'est pas fini. Je t'aime. Arrête de dire ça. Ai-je dit, la voix brisée. Tu n'as plus le droit de dire ça. Il est parti. J'ai entendu la porte se fermer, sa voiture démarrer dans l'allée, puis le silence. Léa s'est assise à côté de moi, prenant ma main. Tu as fait ce qu'il fallait. Alors, pourquoi ça fait si mal? Parce que tu l'aimais, parce que tu lui faisais confiance, parce qu'il était censé être dans ton équipe et qu'il t'a trahi de la pire façon possible. Mon téléphone a vibré à nouveau, un numéro différent cette fois. L'amie de Chloé, Marie. « Je peux t'appeler ?» disait le texto. Je l'ai rappelé. Marie a répondu immédiatement, la voix hésitante et peinée. « Emma, je suis tellement désolée. J'ai hésité à t'appeler pendant des semaines. Je pensais que peut-être j'avais tort. Peut-être que j'interprétais trop les choses, mais après hier soir. » Elle a pris une respiration tremblante. « Il faut que tu saches que ce n'était pas la première fois pour Chloé. » « Qu'est-ce que c'est que tu veux dire? » « Elle a un schéma, » a dit Marie prudemment. « Elle a toujours été en compétition avec toi, même quand on était petite. Elle voulait tout ce que tu avais. Tes notes, tes amis, ta vie. Je pensais qu'elle avait passé l'âge, mais non. Elle a été jalouse de toi toute ta vie. »« Ça n'a pas de sens, » ai-je protesté. « Je n'ai jamais été en compétition avec elle. Je l'ai toujours soutenue. Je sais que tu l'as fait. Mais, pour Chloé, ton bonheur était un rappel de ce qu'elle pensait ne pas avoir. Et quand tu t'es mariée avec Daniel, mon Dieu, Emma, elle parlait de lui constamment, comme il était parfait, comme tu avais de la chance. Je pensais que c'était juste des discussions de sœurs, tu sais, mais avec le recul. Elle a planifié ça, ai-je dit lentement, la réalisation me frappant. Elle l'a cherché délibérément. Je pense que oui, a admis Marie.
Et je pense que Daniel a été assez faible pour la laisser faire. Je suis tellement désolée, Emma, j'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans un silence stupéfait. Ce n'était pas juste la trahison de Daniel. C'était l'aboutissement d'une vie de ressentiment de ma sœur dans le vol ultime. Prendre l'homme que j'aimais. Un autre texto est arrivé, cette fois d'Adam. Il m'avait envoyé des captures d'écran, des messages qu'il avait trouvés sur l'iPad de Chloé qu'elle avait oublié de supprimer. Je les ai ouverts en sachant que je le regretterais, mais incapable de m'en empêcher. Chloé à Daniel. Elle est si naïve. Elle pense vraiment qu'on traverse juste une mauvaise passe. Daniel à Chloé. C'est plus facile comme ça. Quand je serai prête à partir, ce sera plus propre si elle ne soupçonne rien. Chloé à Daniel. Parfois, je me sens mal pour elle. Mais ensuite, je me souviens comme sa vie a toujours été facile. Daniel à Chloé, elle a eu sa chance de me rendre heureux. Elle a échoué. Ce n'est pas notre faute. J'ai lu chaque message, chacun un nouveau couteau dans le dos. Ils avaient ri de moi, se moquant de ma confiance, planifiant ma douleur pendant que je vivais ma vie en pensant que mon mari m'aimait et que ma sœur était ma meilleure amie. La dernière capture d'écran était la pire. Chloé à Daniel. Je t'aime. Quand tout ça sera fini et qu'Emma sera hors du tableau, on pourra enfin être ensemble pour de vrai. Daniel à Chloé. Je t'aime aussi. Bientôt. Promis. J'ai lâché mon téléphone comme s'il m'avait brûlé. Léa l'a ramassé, a lu les messages et m'a immédiatement tiré dans ses bras alors que je m'effondrais à nouveau. Ils se méritent, a-t-elle dit férocement. Ils méritent chaque moment misérable qu'ils vont avoir quand ils réaliseront ce qu'ils ont détruit. Mais je l'entendais à peine. Tout ce à quoi je pouvais penser était cette phrase « Emma, hors du tableau ». Comme si j'étais un obstacle à éliminer. Comme si je n'étais rien. La trahison n'était pas juste que Daniel avait trompé. C'était qu'il ne m'avait jamais aimée du tout. Et ma sœur, la personne en qui j'avais le plus confiance au monde, après mon mari, ne m'avait jamais vue comme autre chose qu'une concurrente à vaincre. J'étais seule, vraiment complètement seule d'une manière que je n'avais jamais été auparavant, et je n'avais aucune idée de comment j'allais survivre à ça. Le lendemain matin, je ne pouvais pas dormir. Mon esprit revenait sans cesse à ces relevés bancaires, à l'argent manquant, au schéma que j'avais été trop confiante pour remarquer avant. À 3 heures du matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à creuser plus profond. Ce que j'ai trouvé a rendu la liaison presque triviale en comparaison. Au cours des 6 derniers mois, Daniel avait retiré près de 15 000 € de notre compte joint. Les transactions étaient assez petites pour ne pas déclencher d'alerte. 200 ici, 500 là, mais constant, méthodique, comme s'il avait planifié exactement combien il pouvait prendre sans que je remarque. Chaque retrait correspondait à une date que je reconnaissais maintenant. Réservation d'hôtel, dîner dans des restaurants chers où je n'étais jamais allée et transfert directement sur le compte de Chloé, étiqueté comme prêt d'urgence. Mais c'était plus que ça. J'ai trouvé des relevés de cartes de crédit que je n'avais jamais vus auparavant. Des cartes ouvertes à nos 2 noms, utilisant mes revenus comme garantie. Des cartes que je n'avais jamais autorisées. Des cartes plafonnées avec des charges que je ne reconnaissais pas. Mes mains tremblaient alors que je faisais des captures d'écran de toutes. Ce n'était pas juste de l'infidélité. C'était de la fraude financière. À 8 heures du matin, j'ai appelé ma banque. La femme au téléphone a écouté patiemment pendant que j'expliquais la situation. Retrait non autorisé, carte de crédit que je n'avais pas ouverte, un conjoint qui volait sur les comptes jointes. « Je suis tellement désolée que vous traversiez cela, a-t-elle dit. Laissez-moi vous mettre en relation avec notre service des fraudes. » À midi, j'avais gelé tous les comptes joints, signalé les cartes de crédit non autorisées et commencé le processus de séparation de nos finances. Chaque euro que Daniel avait pris, chaque charge frauduleuse qu'il avait faite, tout était documenté maintenant. Des preuves. Mais je n'avais pas fini de creuser. Je me suis souvenue de l'amie de Chloé, Marie, mentionnant que Chloé avait toujours envié ma vie. Cela m'a fait penser aux propres finances de Chloé. Elle travaillait dans le marketing, gagnait bien sa vie, mais elle avait toujours vécu un peu au-dessus de ses moyens. Vêtements de marque, voyages coûteux, appartements qui auraient dû dépasser son budget. J'ai ouvert les réseaux sociaux de Chloé, remontant des mois de publication. Là, une photo d'il y a 4 mois d'elle dans un resort au Mexique. La légende, vacances bien méritées.
le tag de localisation, un resort 5 étoiles qui coûte des milliers par nuit. J'ai recoupé les dates. Daniel m'avait dit qu'il était à une conférence professionnelle cette même semaine. Je l'avais même aidé à faire sa valise. Mon téléphone a sonné. « Adam, j'ai trouvé quelque chose. » Il a dit sans préambule. « Chloé a caché de l'argent. J'ai épluché nos comptes joints et il y a des dépôts que je ne peux pas expliquer. » Des milliers d'euros au cours des derniers mois venant de Daniel. « Je sais, » ai-je dit, « ce n'était pas une question. » C'est ce que je pense. Emma, j'ai parlé à mon avocat. Ce qu'ils ont fait, le truc financier, ce n'est pas juste une liaison, c'est du vol, détournement de fonds. On pourrait porter plainte. La pensée m'a fait froid dans le dos. Tu le ferais? Honnêtement, j'y pense. Ils nous ont utilisés, Emma. Ils ont planifié tout ça pendant qu'on vivait juste nos vies, en leur faisant confiance. Ils méritent des conséquences. Après avoir raccroché, je suis restée avec ces mots. Porter plainte, transformer ça en affaire légale, pas juste personnelle. Une partie de moi voulait ça, voulait que Daniel et Chloé fassent face à de vraies conséquences, pas juste des relations brisées. Mais une autre partie de moi voulait juste que tout soit fini. Mon téléphone a vibré. Un message vocal de Daniel. Contre mon meilleur jugement, j'ai écouté. « Emma, s'il te plaît, je sais que tu es en colère. Mais si tu me laissais juste expliquer, l'argent n'était pas ce qu'il paraît. J'allais tout rembourser, j'avais juste besoin de temps. Chloé traversait des choses et je l'aidais et ça a dérapé. Mais je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je t'aime, s'il te plaît, rappelle-moi. » Je l'ai supprimé avant qu'il ait fini. Chaque mot était un mensonge enveloppé dans une excuse. Cet après-midi-là, je suis retournée à l'appartement de Chloé, pas pour la confronter. J'en avais fini avec les confrontations. J'avais juste besoin de comprendre l'étendue complète de ce qu'ils avaient fait. J'ai utilisé la clé de secours que j'avais toujours en sachant qu'elle serait au travail. À l'intérieur, l'appartement semblait différent à la lumière du jour, moins de mise en scène, plus vécu. Je n'étais pas là pour fouiner dans ses affaires personnelles. J'étais là pour une seule chose, la clé du box de stockage de Daniel. Je l'avais vue dans son tiroir à la maison. Une petite clé en laiton avec un numéro dessus qui ne correspondait à aucune serrure que je connaissais. Je lui avais posé la question une fois et il avait dit que c'était pour un casier au travail, mais Daniel n'avait pas de casier au travail. Il travaillait de la maison la plupart du temps. J'ai fouillé l'appartement de Chloé méthodiquement. Tiroir de bureau, placard de cuisine, commode de chambre. Et là, dans sa boîte à bijoux, sous un enchevêtrement de collier, je l'ai trouvée. Une clé correspondante avec le même numéro. Mon cœur battait la chamade alors que je l'empochais et partais. L'entrepôt de stockage était en périphérie de la ville, le genre d'endroit qui avait l'air de ne pas poser de questions. J'ai trouvé l'unité correspondant au numéro de la clé et l'ai ouverte avec des mains qui ne s'arrêtaient pas de trembler. À l'intérieur se trouvait un espace soigneusement organisé qui me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur depuis combien de temps cela avait été planifié. Des boîtes étiquetées avec l'écriture de Chloé, des vêtements de marque avec les étiquettes encore dessus, des cadeaux que Daniel lui avait achetés et que j'avais payés sans le savoir, des reçus d'hôtel remontant à 8 mois, pas 6, un téléphone supplémentaire que je n'avais jamais vu Daniel utiliser, et un épais dossier jaune étiqueté Plan B. Je l'ai ouvert avec un sentiment d'effroi. À l'intérieur se trouvaient des documents imprimés, des modèles d'accords de divorce avec mon nom rempli, des calculs financiers montrant comment Daniel diviserait nos biens, ou plutôt comment il en prendrait la majeure partie, des annonces d'appartements d'il y a 9 mois, à l'époque où je pensais que notre mariage allait bien. Il y avait même une chronologie écrite de la main de Daniel. Phase 1, établir des finances séparées. Terminé. Phase 2, transférer les actifs progressivement, en cours. Phase 3, sécuriser une nouvelle situation de logement, en cours. Phase 4, demander le divorce, en attente. Je me tenais dans cette unité de stockage froide, fixant le plan manuscrit de mon mari pour détruire ma vie et quelque chose en moi a changé. Ce n'était pas à propos d'une liaison. Ce n'était même pas à propos d'amour, ou de passion, ou d'aucune des excuses qu'ils avaient essayé de donner. C'était un plan calculé pour prendre tout ce que j'avais, mon argent, ma maison, ma famille, ma confiance, et me laisser avec rien. Daniel n'était pas tombé amoureux de ma sœur. Il s'était associé à elle pour me dépouiller. J'ai pris des photos de tout.
chaque document, chaque reçu, chaque preuve. Puis j'ai fermé l'unité, les verrouillé et j'ai conduit directement au cabinet d'avocat que Léa avait recommandé. L'avocate s'appelait Patricia Chin et elle était exactement ce dont j'avais besoin. Vive, pragmatique et clairement pas impressionnée par les gens qui essayaient de tricher avec le système. J'ai tout étalé sur son bureau, les relevés bancaires, les captures d'écran des messages, les photos du box de stockage, le dossier plan B. Elle a examiné chaque pièce méthodiquement, son expression s'assombrissant à chaque page. C'est au-delà d'un simple cas de divorce. Elle a dit finalement « Votre mari a commis une fraude, multiples chefs d'accusation, utilisation non autorisée de crédit, vol sur compte joint, épuisement intentionnel des biens matrimoniaux dans l'intention de vous priver de votre part. » Peut-on le prouver? Ai-je demandé. Avec ces preuves? Absolument. La question est, jusqu'où voulez-vous aller? Poursuite pénale ou juste civile? J'ai pensé à la voix de Daniel sur ce message vocal essayant encore de me manipuler, au message de Chloé se moquant de ma naïveté, à ce dossier étiqueté Plan B où ils avaient cartographié ma destruction comme si c'était juste un autre projet. Je veux tout, ai-je dit doucement. Je veux me protéger, récupérer ce qui est à moi et m'assurer qu'il ne puisse pas faire ça à quelqu'un d'autre. Patricia a souri sinistrement. Alors commençons. La semaine suivante, j'ai suivi les instructions de Patricia à la lettre. D'abord, j'ai sécurisé tous les actifs restants. J'ai déplacé ce qui restait sur nos comptes joints vers un compte séparé à mon nom uniquement, complètement légal, puisque Daniel les avait épuisés illégalement. J'ai changé tous les mots de passe, sécurisé tous les documents, photographié tout ce que nous possédions. Daniel a essayé de passer à la maison 3 fois. À chaque fois, je n'ai pas ouvert la porte. La 3e fois, il a commencé à crier à travers la fente à courrier que j'étais déraisonnable, que nous devions parler. J'ai enregistré chaque mot. « Continuez à faire ça », a dit Patricia quand je lui ai fait écouter l'enregistrement. Il établit un modèle de harcèlement? Ça renforce notre dossier. Adam appelait régulièrement pour prendre des nouvelles. Il avait demandé le divorce de Chloé et travaillait avec son propre avocat pour récupérer l'argent qu'elle avait pris. Nous étions devenus des alliés improbables, 2 personnes qui avaient fait confiance à la mauvaise famille. « Je n'arrive pas à croire qu'on ne l'ait pas vu », a-t-il dit lors d'un appel. Tous les signes étaient là. « Ils se sont assurés qu'on ne le verrait pas ?» ai-je répondu. Ça faisait partie de leur plan. Nous garder à l'aise, nous garder confiants jusqu'à ce qu'ils soient prêts à appuyer sur la gâchette. « Eh bien, ils ont appuyé trop tôt », a dit Adam avec une satisfaction sombre. « Et maintenant, ils vont payer pour ça. » Mes parents ont appelé quand ils ont appris pour le divorce. Maman a pleuré. Papa est resté silencieux longtemps. « Je ne l'ai jamais aimé », a dit papa finalement. Je sais que je ne l'ai jamais dit, mais quelque chose chez Daniel m'a toujours semblé louche. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» ai-je demandé, pas accusatrice, juste curieuse. « Aurais-tu écouté? Tu l'aimais? Tu étais heureuse? Ou nous pensions que tu l'étais? Je me suis dit que peut-être j'étais juste un père surprotecteur. »« Et Chloé ?» ai-je demandé doucement. La voix de maman s'est durcie d'une manière que je n'avais jamais entendue avant. « Ta sœur n'est pas la bienvenue dans cette maison. » Tant qu'elle ne pourra pas s'expliquer. Et même là, je sais qu'elle a toujours été en compétition avec toi, a ajouté papa. Mais ça dépasse toutes les bornes. Nous sommes de ton côté, Emma, quoi que tu aies besoin. Leur soutien signifiait plus que je ne pouvais l'exprimer. Pendant si longtemps, je m'étais sentie seule, mais je construisais une équipe maintenant. Patricia, Adam, mes parents, Léa, des gens qui se souciaient vraiment de moi, pas de ce qu'ils pouvaient me prendre. Daniel a laissé un autre message vocal. Celui-ci était différent, en colère au lieu de suppliant. « Tu es vindicative, Emma. Geler les comptes? Vraiment? C'est notre argent, pas juste le tien. Mon avocat dit que tu ne peux pas faire ça. Tu vas regretter de rendre ça difficile. » Je l'ai fait écouter à Patricia, qui a ri. Son avocate a dit « Vous ne pouvez pas protéger vos propres actifs de quelqu'un comme étant une fraude? » Il a besoin d'un meilleur avocat. Gardez cet enregistrement. Sa colère montre son vrai caractère maintenant. 2 semaines après avoir trouvé l'unité de stockage, j'ai reçu les papiers du divorce que Daniel avait déposés. Son avocat exigeait 50% de tout. La maison, les économies, les comptes retraite. Il voulait une pension alimentaire. Il voulait que je paye ses frais juridiques. Patricia les a lus et a secoué la tête. «
Quel culot, laissez-moi gérer ça. Sa réponse a été dévastatrice. Elle a souligné chaque charge frauduleuse, chaque retrait non autorisé, chaque mensonge que Daniel avait raconté. Elle a inclus des copies du dossier Plan B, les reçus d'hôtel, les messages se moquant de moi, et elle a exigé une restitution complète plus des dommages et intérêts. « On ne transige pas ?» m'a dit Patricia. « Nous. Allons au tribunal et nous allons gagner. » J'ai commencé à tout documenter dans un journal. Date, heure, interaction, tentative de contact, chaque preuve montrant le caractère et les intentions de Daniel. Patricia a dit que c'était peut-être excessif, mais je m'en fichais. Je voulais un dossier en béton. Lentement, j'ai senti mon pouvoir revenir. Pas le pouvoir que j'avais eu dans mon mariage. Ça avait été une illusion. Le vrai pouvoir, le pouvoir de connaître la vérité et d'avoir les preuves pour la prouver. Le pouvoir d'avoir des gens qui me soutenaient vraiment au lieu de m'utiliser. Chloé a essayé d'appeler une fois. J'ai laissé aller sur la messagerie. « Emma, s'il te plaît, tu es ma sœur. On doit parler de ça. Je sais que tu es en colère, mais tu montes tout le monde contre moi. Maman et papa ne me parlent même plus. On peut au moins essayer d'arranger ça. Je n'ai pas rappelé. Il n'y avait rien à arranger. Elle avait fait son choix. Une nuit, je suis passée devant la maison que Daniel et moi avions achetée ensemble. Notre maison. Ma maison, maintenant. Si Patricia obtenait gain de cause. Je me suis assise dans la voiture en regardant les fenêtres, me rappelant le jour où nous avions emménagé. Comme j'avais été heureuse. Comme j'étais pleine d'espoir pour notre avenir. Cette femme semblait être une étrangère maintenant. Elle avait été naïve, confiante, prête à ignorer les signaux d'alarme parce qu'elle voulait croire en l'amour. Je n'étais plus elle. Je ne pouvais pas me le permettre. Je me suis éloignée de la maison et je n'ai pas regardé en arrière. 3 semaines avant la date du tribunal, Chloé s'est présentée chez mes parents pendant le déjeuner du dimanche. J'étais là, avec Léa, essayant de maintenir une certaine normalité dans ma vie. Quand Chloé est entrée sans frapper, la pièce est devenue silencieuse. Elle avait l'air terrible. Cheveux sales, vêtements froissés, yeux rouges et bouffis. Pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. « Emma, » a-t-elle dit, sa voix se brisant immédiatement. « S'il te plaît, tu dois m'écouter. Tout ça est un malentendu. Daniel et moi, on n'a jamais voulu te faire de mal. C'est juste arrivé. Et maintenant, tu montes tout le monde contre moi, et je ne peux pas. Je ne peux plus faire ça. »« Sors, » a dit maman doucement. Chloé l'a ignorée, marchant vers moi. « Tu es ma sœur, tu me connais. Tu sais que je n'essaierai pas délibérément de te blesser. J'ai fait une erreur, oui, mais la façon dont tu me traites. »« Arrête, » ai-je dit. Ma voix s'est sortie plus calme que je ne me sentais. « Arrête juste, Chloé. Mais tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. » J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les captures d'écran qu'Adam m'avait envoyées. « Je comprends que toi et Daniel vous moquiez de moi dans mon dos. Je comprends que tu l'as aidé à me voler. Je comprends que vous avez planifié ça pendant des mois tout en prétendant être ma sœur. » Son visage est devenu pâle, et ses messages, ils sont hors contexte. Vraiment, je me suis levée face à elle. Alors explique le contexte où elle est si naïve et d'une certaine manière bienveillant. Explique comment Emma, hors du tableau, n'est pas planifiée de détruire ma vie. Je n'ai jamais. Elle a regardé autour de la pièce désespérément, cherchant un allié. Elle n'en a trouvé aucun. Maman et papa restaient de marbre. Léa regardait avec un mépris froid. « Montre-lui le dossier », a dit Léa doucement. « Le dossier Plan B. » J'ai sorti les photos sur mon téléphone. La chronologie manuscrite de Daniel, les modèles de divorce, les calculs financiers. Les yeux de Chloé se sont écarquillés quand elle les a vus. « Tu as gardé des preuves de ton propre crime, » ai-je dit. « Dans une unité de stockage que tu partageais avec Daniel, une unité de stockage à laquelle j'ai maintenant accès. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez planifié. J'ai des preuves. » Chloé s'est assise lourdement sur le canapé, toute combativité drainée hors d'elle. « Emma, s'il te plaît, si tu vas au bout de ça, le truc légal, je pourrais tout perdre, mon travail, ma réputation. »« Tu aurais dû y penser avant, » a dit maman sèchement, « avant de trahir ta propre sœur, mais elle est vindicative. » Les larmes de Chloé se sont transformées en colère. Elle a gelé Daniel hors de leur compte.
Elle prend tout dans le divorce. Elle vous monte contre moi. Elle se protège. Papa a interrompu. De 2 personnes qui ont essayé de la voler. Tu ne peux pas jouer la victime ici, Chloé. Je suis ta fille aussi. Alors agis comme la sœur d'Emma, a dit maman froidement. Jusqu'à ce que tu puisses faire ça, tu n'es pas la bienvenue ici. Chloé m'a regardée une dernière fois, le mascara coulant sur ses joues. J'espère que tu es heureuse. Tu as détruit ma vie. Non, ai-je dit doucement. Tu as détruit ta propre vie. Je t'ai juste empêché de détruire la mienne. Elle est partie en claquant la porte derrière elle. Le silence qui a suivi était lourd mais pas inconfortable. Papa a tendu la main et a serré la mienne. « Je suis fière de toi », a-t-il dit simplement. Le coup suivant est venu d'une direction inattendue. Daniel a perdu son travail. Adam m'a envoyé la nouvelle par texto. L'entreprise de Daniel l'avait viré. Son patron m'avait appelé pour vérifier certaines dates. Je suppose que quelqu'un les a tuyautés sur le fait qu'ils mentaient sur les voyages d'affaires. Ils ont enquêté et découvert qu'ils falsifiaient aussi les notes de frais. Je fixe le message, ressentant un mélange complexe de satisfaction et de culpabilité. Satisfaction parce qu'il méritait les conséquences. Culpabilité parce que je n'ai jamais voulu être le genre de personne qui célébrait la chute de quelqu'un d'autre. Mais ensuite, je me suis souvenu du dossier Plan B. Comment il avait calculé exactement comment me laisser sans rien. La culpabilité s'est évaporée. « Bien », j'ai répondu. Le message suivant d'Adam m'a fait rire à haute voix. Chloé m'a appelé en pleurant, me suppliant de la reprendre. Elle a dit que Daniel ne peut plus subvenir à ses besoins et qu'elle est en retard sur le loyer. Je lui ai dit d'appeler sa sœur pour de l'aide. Qu'est-ce que c'est qu'elle a dit? Elle m'a raccroché au nez. Je pouvais parfaitement l'imaginer. Chloé, réalisant que son grand plan s'était effondré, que la liaison qu'elle pensait mener au bonheur l'avait au contraire laissée seule et en difficulté. Une partie de moi voulait se sentir mal pour elle. Cette partie devenait plus petite chaque jour. 2 semaines avant le tribunal, l'avocat de Daniel a demandé une réunion de règlement. Patricia a haussé un sourcil quand elle me l'a dit. Ils ont peur. Elle a dit qu'ils savent que nous avons un dossier en béton. Ils veulent régler ça avant que ça n'aille au procès et ne devienne public. Qu'est-ce que c'est qu'ils offrent? Ils partageront tout à 50-50 si vous acceptez de ne pas poursuivre les accusations de fraude. Je n'ai même pas eu à y penser. Non? Sûr? Un procès pourrait devenir désordonné. Je suis sûre qu'ils prévoient de tout me prendre. Ils ne peuvent pas négocier maintenant qu'ils sont pris. Patricia a souri. Bien. J'espérais que vous diriez ça. La semaine avant le tribunal, Daniel s'est présenté à mon bureau. La sécurité m'a appelé avant de le laisser monter, demandant si je voulais qu'il le fasse sortir. J'ai failli dire oui, mais quelque chose m'a fait leur dire de le faire monter. Il avait l'air terrible, pire que Chloé. Ses vêtements pendaient lâchement comme s'il avait perdu du poids. Son visage était tiré et pâle. Quand il m'a vu, quelque chose dans son expression s'est effondré. « Emma, a-t-il dit, s'il te plaît, on peut juste te parler? 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Parle, ai-je dit, ne bougeant pas de mon bureau. » Il s'est assis lourdement sur la chaise en face de moi. « Je sais que tu me détestes, je sais que j'ai merdé, mais le procès. Emma, si ça va au procès, je perdrai tout. Ma réputation, ma carrière. Tu as déjà perdu ta carrière. » J'ai souligné que c'était à cause de toi. Les mots ont explosé de lui, en colère et désespéré. Tu as dit à mon patron pour les voyages d'affaires. Tu m'as fait virer. Tu détruis ma vie. Je n'ai rien dit à ton patron, ai-je dit calmement. Mais je suis contente que quelqu'un l'ait fait. Il m'a fixée. Tu es vraiment devenue vindicative. Je suis devenue prudente. Il y a une différence. Tu as essayé de me voler, Daniel. Tu l'as planifié pendant des mois. Tu t'es associé avec. Ma sœur pour me voler systématiquement et détruire ma vie. Et maintenant que tu fais face aux conséquences, tu veux me blâmer d'être vindicative. Ce n'était pas censé se passer comme ça, a-t-il dit. Et il semblait réellement triste. Chloé et moi, on pensait qu'une fois ensemble, une fois tout ça fini, on serait heureux. Mais tout s'est effondré si vite parce que c'était bâti sur des mensonges. J'ai dit, « Tu ne peux rien construire de vrai sur la trahison. » Il m'a regardé un long moment. « Je t'ai aimé une fois, tu sais, au début. Peut-être, ai-je reconnu, mais tu as arrêté bien avant que je ne le remarque. »
Et au lieu d'être honnête, au lieu de juste partir, tu as décidé de me détruire d'abord. Ce n'est pas de l'amour, Daniel. Ça n'y ressemble même pas. » Il est parti sans un autre mot. Je l'ai regardé partir, ne ressentant rien d'autre que du soulagement de ne plus jamais avoir à le voir en dehors d'une salle d'audience. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi je m'attendais, stérile et froide avec des néons qui rendaient tout légèrement irréel. Daniel était assis avec son avocat, ne me regardant pas. J'étais assise avec Patricia, me sentant étonnamment calme. Le juge a examiné les preuves méthodiquement. Patricia a tout présenté. Les relevés bancaires montrant les retraits non autorisés, les cartes de crédit ouvertes à mon nom, la documentation de l'unité de stockage, les messages où Daniel et Chloé se moquaient de moi et planifiaient ma chute. L'avocat de Daniel a essayé d'argumenter que l'argent était pour des dépenses communes, que les cartes de crédit étaient un malentendu, que les messages étaient hors contexte. Mais à chaque excuse, Patricia produisait calmement plus de preuves qui le contredisaient. Le dossier plan B a été le tournant. Quand le juge a vu la chronologie manuscrite de Daniel pour épuiser nos actifs avant de demander le divorce, son expression s'est durcie. « Cela montre une intention claire de frauder », a dit le juge. « Ce n'est pas un malentendu ou un différend conjugal, c'est du vol calculé. » L'avocat de Daniel n'avait pas de réponse à ça. Le jugement est tombé de manière décisive. J'ai gardé la maison, tous les biens communs restants et mes comptes retraite. Daniel a été condamné à rembourser chaque dollar qu'il avait retiré ou chargé frauduleusement, plus des dommages et intérêts. Le juge a également émis une ordonnance restrictive empêchant Daniel de me contacter en dehors des canaux juridiques officiels. De plus, a ajouté le juge, je renvoie cette affaire au procureur pour examen de potentielles accusations criminelles. Le visage de Daniel est devenu blanc. Son avocat a immédiatement commencé à parler d'appel, mais le juge l'a coupé. Vous pouvez faire appel si vous voulez, maître, mais les preuves parlent d'elles-mêmes. Votre client s'est engagé dans un schéma de vol et de fraude. Il a de la chance que la plaignante ne pousse pas elle-même pour des poursuites pénales. À l'extérieur du tribunal, Adam attendait. Il avait gagné son procès contre Chloé aussi. Elle avait été condamnée à rembourser l'argent qu'elle avait pris et avait perdu sa réclamation sur tout bien partagé. « On l'a fait », a-t-il dit, me tirant dans une étreinte. « On l'a vraiment fait. »« Ouais », ai-je dit, et j'ai senti le poids qui m'écrasait depuis des mois enfin se lever. « On l'a fait. » Au cours des semaines suivantes, ma vie a lentement pris forme. J'ai repeint la maison, changeant les couleurs que Daniel avait choisies, rendant l'espace mien. J'ai repris contact avec des amis que j'avais laissés s'éloigner pendant mon mariage. J'ai recommencé à courir, quelque chose que j'aimais avant que Daniel ne se plaigne, que ça me prenait trop de temps loin de lui. Chloé a déménagé discrètement. J'ai entendu par des amis de la famille qu'elle avait pris un travail dans un autre État, essayant de reconstruire sa vie loin du scandale. Je n'ai rien ressenti à ce sujet. Pas de bonheur, pas de tristesse, juste une reconnaissance sourde qu'elle était partie. Daniel a envoyé un dernier message par l'intermédiaire de son avocat, une lettre d'excuse. Je l'ai lue une fois. Elle était pleine d'excuses et de justifications déguisées en regrets. Je l'ai classée sans répondre. Certaines choses ne méritaient pas de réponse. 6 mois après le procès, je me suis assise dans mon salon, dans ma maison, entourée de meubles que j'avais choisis, et j'ai réalisé que je me sentais heureuse. Pas le bonheur naïf que j'avais ressenti quand j'étais mariée, bâti sur des mensonges confortables. Un vrai bonheur gagné en survivant à quelque chose de terrible et en sortant plus forte. Léa est venue dîner, apportant du vin et des histoires sur ses derniers désastres amoureux. Nous avons ri jusqu'à ce que nos estomacs nous fassent mal, la façon dont je n'avais pas pu rire quand j'étais mariée. « Tu sais ce qui est dingue », a-t-elle dit pendant qu'on nettoyait. « Tu sembles plus toi-même maintenant que tu ne l'étais avant que tout ça n'arrive. » Qu'est-ce que tu veux dire? Tu t'éteignais toujours pour Daniel. Tu te rendais plus petite, plus silencieuse, plus convenable. Maintenant, tu es juste toi, pleinement toi. C'est bon à voir. J'y ai pensé après son départ. Elle avait raison. Je m'étais rendue plus petite, essayant de rentrer dans la forme de l'épouse que Daniel voulait. J'avais perdu des morceaux de moi-même sans même m'en rendre compte. Des hobbies que j'avais arrêtés, des amis dont je m'étais éloignée, des rêves que j'avais mis de côté. Maintenant, je réclamais tout ça et je découvrais de nouveaux morceaux aussi. J'avais recommencé à peindre, quelque chose que je n'avais pas fait depuis l'université.
J'ai rejoint un club de lecture. Je suis même allée à quelques rendez-vous, rien de sérieux encore, mais la possibilité semblait excitante plutôt que terrifiante. Un soir, je suis passée devant l'entrepôt de stockage où j'avais trouvé le dossier plan B. Sur une impulsion, je me suis arrêtée et je suis entrée. L'unité était vide maintenant. Patricia avait vidé tout ce dont nous avions besoin pour le procès. Je me suis tenue dans l'espace vide, me rappelant le choc et l'horreur que j'avais ressentis quand j'avais ouvert ce dossier pour la première fois. Comme je m'étais sentie petite et impuissante, voyant leur plan pour me détruire étalé noir sur blanc. Mais en me tenant là maintenant, je ne me sentais pas petite, je me sentais forte. Ils ont essayé de me briser et j'ai survécu. Plus que survécu, j'avais gagné. J'ai verrouillé l'unité pour la dernière fois et je suis rentrée chez moi alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances et serettes roses. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma mère. Dîner dimanche. Ton père fait ses fameuses lasagnes. J'ai souri et répondu. Je serai là. À la maison, je me suis versé un verre de vin et je me suis assise près de la fenêtre, regardant le quartier s'installer dans la soirée. Il y a un an, j'aurais attendu que Daniel rentre, me demandant pourquoi il était encore en retard, repoussant l'anxiété que quelque chose n'allait pas. Maintenant, je connaissais la vérité. Quelque chose n'allait pas, mais ce n'était pas moi. J'ai levé mon verre à mon reflet dans la fenêtre qui s'assombrissait. « Tu n'as pas pris ma vie », ai-je chuchoté. « Tu as juste fait de la place pour que je la reconstruise, et cette fois, je la construis pour moi-même. » Pas de compromis, pas de me rendre plus petite, pas de confiance aveugle. Juste moi, forte et entière, et enfin libre. La maison s'installait autour de moi avec des craquements et des soupirs confortables. Dehors, le monde continuait. Des gens vivant leur vie, faisant leurs choix, construisant leur avenir. Et à l'intérieur, je faisais la même chose. J'avais perdu mon mari et ma sœur, mais j'avais trouvé quelque chose de plus précieux. Moi-même, la femme que je devais être, non filtrée par les attentes ou les mensonges de quelqu'un d'autre. Demain, je me réveillerai dans ma maison, ferai du café dans ma cuisine et commencerai un autre jour de ma vie. Une vie qui était enfin vraiment la mienne. Et ça valait plus que tout ce que Daniel et Chloé avaient essayé de me prendre. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer la vidéo. J'ai fini mon vin et je suis allée au lit, dormant profondément d'une manière que je n'avais pas faite depuis des mois. Pas de cauchemar, pas d'anxiété, juste la paix parce que j'avais gagné, pas parce qu'un juge l'avait dit, ou parce que Daniel avait perdu son travail, ou parce que Chloé avait quitté la ville. J'avais gagné parce que j'avais survécu à leur trahison et en étais sortie plus forte. Je m'étais protégée, je m'étais battue pour moi-même, et je m'étais reconstruite. Et à la fin, c'était la seule victoire qui comptait vraiment. Si quelqu'un que vous aimiez planifiait secrètement de détruire votre vie, auriez-vous vu les signes avant qu'il ne soit trop tard? Aimez cette vidéo si l'histoire d'Emma a résonné en vous et abonnez-vous pour plus d'histoires vraies sur la résilience et la justice.